Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Rico. Je travaille chez Square, qui est une entreprise qui a pour mission de rendre le commerce facile. Aux États-Unis, on aime bien avoir des grandes missions comme ça. C'est une start-up en fait qui à la base a créé un outil qui permettait de payer avec son téléphone et qui aujourd'hui travaille à créer des outils de commerce sur iPad, iPhone et Android euh, pour permettre aux marchands de gérer leur business. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est assez simple. Donc en fait, on a un téléphone. Donc là, j'ai un téléphone Android classique. Et j'installe l'application Square Register. Je mets mon petit lecteur Square que j'ai récupéré, qui est gratuit, qu'on peut récupérer en magasin ou commander sur Internet. Je le branche dans la partie audio du téléphone. Et en fait, après, donc là, ce que je fais, c'est que je rentre le prix. Je peux avoir une bibliothèque d'objets, etc. Mais en fait, je rentre le prix. Et je vais montrer. Je passe ma carte, tac. Et, euh, et ensuite, aux États-Unis, donc on signe quand on passe une carte, donc je signe, tac. Et voilà, et j'ai fait ma transaction. Donc l'idée, c'est je suis un marchand qui n'a pas forcément les moyens d'avoir toute la machinerie pour pouvoir accepter des cartes de crédit. Ben là, grâce à Square, le lecteur est gratuit, ensuite on prend un petit pourcentage des transactions. Grâce à Square, je peux accepter des transactions même si la personne n'a pas de cash sur elle. Il y a des gens qui vendent par exemple des poèmes dans la rue pour 5 dollars et qui acceptent les cartes de crédit. On a des coiffeurs, on a des taxis, on a tout un tas de gens qui avant ne pouvaient pas accepter les cartes de crédit et qui maintenant, grâce à Square, le peuvent. En fait, Square a plusieurs produits. Le produit principal, c'est Square Register, qui est en fait une application qu'on installe sur son téléphone ou sur sa tablette et qui permet, donc, comme je disais, de gérer son business. Mais après, on a d'autres produits. Par exemple, on avait Square Wallet qu'on a déprécié parce qu'il ne convenait pas tout à fait à ce qu'on voulait faire, qui permettait de payer avec son téléphone chez quelqu'un qui avait Square Register. On a comme produit assez connu aux US qui démarre pas mal, c'est Square Cash. Ça permet d'envoyer de l'argent à une autre personne, donc à un ami, par exemple, quand je suis au restaurant, à la fin, il y a quelqu'un qui paye toute la note avec sa carte et on lui rembourse avec Square Cash. Ça permet d'envoyer de l'argent très facilement, instantanément. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça dépose sur le compte. Donc c'est pas comme PayPal ou Venmo, etc., où ça garde un montant donné. Ça garde le montant de l'argent sur le compte. Au lieu de ça, ça verse directement sur ton compte en banque et donc c'est instantané, c'est assez cool. Donc le développement Android chez Square, on est une petite équipe Android, on est une quinzaine de personnes, un peu plus maintenant, réparties sur différents projets, mais essentiellement la vaste majorité sur Square Register. Et l'idée, c'est qu'on est séparés en équipes produits. Donc plutôt qu'avoir... avant, on avait une grande équipe Android avec tout le monde ensemble. Aujourd'hui, on est plutôt... c'est ce qu'on appelle des feature teams, c'est-à-dire une équipe concentrée sur une fonctionnalité avec un ou deux devs Android, un ou deux devs iOS, un designer, un product editor. Et donc on passe tous ensemble sur une feature et on la finit et on la livre dans l'appli. Ça permet d'avancer beaucoup plus vite quand tu commences à avoir des équipes un peu plus grosses et différents objectifs à réaliser. Bon, déjà, il y a un truc intéressant une pratique intéressante qu'on a chez Square, c'est ce que certains appellent le dog fooding. On a essayé d'arrêter d'utiliser ce mot. En gros, ça veut dire manger la nourriture manger sa propre nourriture, mais en fait, dog food, c'est la nourriture de chien. Donc, ça a un côté un peu négatif quand même, le nom lui-même. Mais il y a l'idée qu'on teste nos produits en interne. Alors, par exemple, quand tu es Twitter ou quand tu es Facebook, c'est assez facile parce que c'est un réseau social, donc tu peux être dessus. Quand tu es Square, c'est pas forcément facile. Donc, sur tout le côté marchand, on a l'occasion de le tester les midis ou dès qu'on utilise des choses en interne, on fait des transactions, on les achète. C'est pas forcément cher, mais c'est juste pour utiliser l'outil. Et après, tester le côté acheteur, on le voit dans deux produits. On le voit dans Square Order, qui est une appli qui permet de commander à l'avance chez des marchands qui ont l'autre pendant de cette appli. Et donc ça, c'est une appli qu'on est en train de démarrer là. Donc, on en a parlé publiquement, mais je ne peux pas livrer trop de détails dessus.
Et après, l'autre aspect, c'est vraiment qu'est-ce que ça m'apporte moi en tant que client de Square. Alors déjà, enfin pas de Square, en tant que client, pardon, d'un marchand qui a Square. La première chose, c'est que j'arrive, j'ai pas de cash, j'ai ma carte de crédit, et maintenant le marchand il accepte ma carte de crédit. Ça a été le gros changement principal. Mais le changement d'après, c'est que ce qui est assez rigolo, c'est que donc aux États-Unis, comme je disais, on signe sur un ticket de carte bleue en fait, après avoir payé. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que tu signes sur l'écran de l'iPad ou du téléphone, du smartphone. Euh, et après, au lieu d'imprimer un ticket que tu gardes et que tu mets dans ton portefeuille, que tu payes, que tu perds, pardon, et qu'il faut à la fin du mois trier, etc., tu as la possibilité de rentrer un email ou un numéro de téléphone et on t'envoie le ticket électroniquement. Square, donc c'est une startup qui a été créée il y a 5 ans, qui a grossi assez vite, qui a très bien marché aux États-Unis et on s'est étendu au Canada et au Japon aujourd'hui. Euh, et quand j'ai rejoint l'entreprise, je pense qu'il y avait à peu près 400 ou 500 employés. C'était il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on est 1000. Donc, c'est des croissances qu'on ne voit pas en France. C'est assez surprenant parce que je me considère encore comme nouveau dans l'entreprise. Mais il y a beaucoup de gens, il y a la moitié des gens qui m'entourent qui sont arrivés après moi, donc qui considèrent que je suis un ancien. Euh, du coup, c'est assez marrant en termes de mentalité. Ce qui est très dur dans une entreprise, c'est de garder la culture quand il y a des taux de croissance comme ça. Et je pense qu'on a bien réussi à garder la culture ingénieur, la culture de s'occuper de nos clients et de faire des choses qui sont bonnes pour nos clients, tout en croissant. Et ça, c'est bien. Français à San Francisco, c'est bon, déjà, il y a beaucoup de Français à San Francisco, donc on n'est pas vraiment perdu au milieu des États-Unis. C'est vraiment bon, la Californie, c'est un endroit super. San Francisco, c'est un peu un endroit rêvé quand on aime bien le côté cool, la vie est sympa. Il y a les, les habitants sont très fans de tout ce qui est bonne nourriture, bon restaurant. La, le- la vie est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup quand, en tant que Français, dans une start-up, on compare toujours à ce qu'on a vécu en France. L'environnement de travail est complètement différent. Les gens sont beaucoup plus ouverts, c'est beaucoup moins hiérarchique. On va nous donner beaucoup plus de liberté sur ce qu'on fait. Euh, le, le- il y a une espèce de priorité au confort de vie qui fait qu'on me dit bah oui, fais ce que tu veux travailler de chez toi, il n'y a pas de problème. Euh, ils s'occupent de nous de tous les points de vue. Bah, c'est un peu classique, on entend parler dans les startups comme Google et Twitter, etc. Donc il y a la nourriture, madame midi et soir à volonté, il y a ce genre de choses. Euh, des massages, des salles de sport, des douches sur place, enfin la totale. Euh, et après, être à San Francisco, je pense que la vie culturelle est un peu moins développée qu'à New York. Il y a quand même pas mal de bars et c'est assez sympa, ça ferme peut-être un peu moins tard. Par contre, le côté sympa, c'est qu'on est en plein milieu de la Californie et du coup, on a accès à tous ces grands espaces naturels, plein d'activités à l'extérieur, la mer juste à côté. Le premier truc, c'est que c'est loin de la France, donc pour communiquer avec les gens qui sont restés en France, il y a 9 heures de décalage horaire, donc c'est pas évident de rester en contact. Euh, Après, la vie dans San Francisco est assez chère, le logement est hors de prix. Je pense que c'est en moyenne 60-70% plus cher que dans Paris. Euh, pour relativiser ça, quand on est ingénieur dans une start-up, en général, on est très bien payé. Mais pour les gens qui ne sont pas ingénieurs, la vie, par contre, devient beaucoup plus dure parce que les prix des loyers ont complètement explosé. Et voilà, c'est pas, c'est assez courant. Un petit studio à 2000 $ par mois, c'est quelque chose d'assez courant, quoi. Donc ouais, j'ai suivi toutes les évolutions. Enfin, j'ai suivi Google I/O, donc il y avait beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai que c'était très concentré sur Android, hein, Android Auto, Android Wear, la nouvelle version, le Material Design. Euh, Globalement, moi, je suis super content des nouveaux éléments de design, etc. Ce qui est un peu, en tant que développeur, on a tout de suite envie d'essayer d'implémenter ça, et pour l'instant, c'est pas encore, la peinture est pas fraîche, on va dire, c'est pas terminé. Mais on va pas mettre ça à la charge de Google parce que c'est aussi la première fois qu'ils release quelque chose avant que ce soit terminé. Donc il faut savoir que voilà, c'est une bêta. Euh,
L'évolution, moi j'ai beaucoup, du coup, là, on a eu des montres Android Wear, donc la Samsung Gear, j'ai pris la Samsung Gear au départ, on avait le choix entre deux. Et ensuite, là, on a reçu la Moto 360. Euh, j'ai une préférence pour la Samsung Gear, clairement. Pour avoir essayé les deux, là j'ai la Moto 360, elle est plus jolie. Je sais pas si on peut la voir, mais elle est, euh, elle est plus jolie de l'extérieur. Mais alors, la batterie, c'est pas des blagues. En gros, il y a une batterie suffisante si tu te lèves tard et que tu sors pas le soir. Ce que j'aime bien dire, c'est-à-dire que tu te lèves tard, tu vas au boulot, tu mets ta montre, ça marche. Et tu rentres à 19h et tu rentres chez toi, tu poses ta montre, c'est bon. Mais alors que la Samsung Gear tient assez bien la journée. Alors je sais pas, il paraît qu'il y a des configurations à avoir, etc. Euh, par contre, c'est vrai que rond, c'est assez joli. Au-delà de ça, d'un point de vue ingénieur et développeur, la Moto 360, elle est moins pratique parce qu'on ne peut pas brancher de port USB. On est obligé de faire ça en Bluetooth, le debug et pousser des applications. Donc c'est beaucoup plus lent. C'est pas très pratique pour développer. Après, d'un point de vue utilisation, moi j'aime beaucoup. C'est pareil, la peinture est pas fraîche. Il y a encore plein de choses qui vont s'améliorer, qui pourraient être mieux. Mais ce que j'aime vraiment, c'est en général quand je bosse, j'ai mon téléphone en silencieux posé à côté, donc je me rends pas compte si on m'appelle, si quelqu'un me chatte, etc. Alors il faut faire la part des choses parce qu'il faut pouvoir rester concentré, mais j'aime bien avoir une petite vibration, je jette un coup d'œil, ah c'est important, c'est pas important, puis je peux me remettre au boulot ou m'en occuper. Et ça c'est vraiment, le côté notification est super. Côté négatif, euh, la- parler à sa montre, d'une part, on a l'air un peu bête. D'autre part, 90% du temps, il y a trop de bruit autour pour que ça marche. Avec mon accent anglais, quand je parle en anglais, ça marche pas des masses. Et comme j'ai mon téléphone en anglais, voilà. Donc, on va dire qu'il y a encore beaucoup de travail, mais c'est assez prometteur. Le material design, ouais, c'était plutôt intéressant. Ce qui est bien, c'est de voir Google y aller à fond et affirmer c'est comme ça qu'on fait bien les choses et donner tous les outils, surtout d'un point de vue à la fois designer, je pense, et ingénieur, c'est avoir un site avec la description de tout ce de précisément ce qu'il faut faire, de ce que ça donne comme effet, avec un design unifié sur le web et le mobile, ça c'est vraiment bien. Après, il y a le premier point un peu négatif, c'est évidemment la rétrocompatibilité. Ça va être un peu compliqué de tout backporter, tout ramener sur les anciennes les versions antérieures d'Android. D'un point de vue design, nous, on s'en était déjà inspiré. Enfin, on a des choses qui ressemblent un peu, c'est beaucoup plus d'espace, des éléments de design qui changent, etc. Euh, on n'a pas du tout regardé des, euh, du côté de tout ce qui est elevation, donc le fait de mettre des éléments en 3D, etc. Je suis pas super convaincu. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop. Ça fait un petit peu, waouh, on a la 3D, c'est cool. Euh, c'est un peu, ça me rappelle les sites web avec les textes en flammes faits avec Photoshop, etc. Quoi, c'est voilà. Par contre, j'aime pas mal le ripple et le fait de toucher un élément et de voir d'où ça part. Techniquement, ça se réimplémente. Par contre, ça coûte cher pour la batterie et la vie de l'application. Donc, je sais pas trop si on le fera ou pas. Mais je trouve bien que Google soit, soit fort, exprime clairement. Enfin, c'est comment il faut faire du design. Après, de notre point de vue Square, on est toujours en train de trouver faire l'équilibre entre avoir un design unifié entre notre appli iPad, iPhone, Android, et aussi avoir quelque chose d'adapté à la plateforme. Donc on a des choses où des fois les gens nous disent ah ouais mais là votre truc c'est pas une action bar. Ouais mais c'est pas non plus un truc Apple, c'est quelque chose entre les deux qui correspond à ce qu'on a envie de faire d'un point de vue design. Donc c'est toujours un équilibre et une discussion qu'on a avec nos designers. En fait, DroidCon Paris, c'est la deuxième fois que je viens à DroidCon. Mais l'an dernier, j'avais eu des petits soucis de visa, donc j'avais préféré ne pas rentrer, je l'avais fait à distance. Mais c'est vraiment un rendez-vous que j'aime bien, parce que d'une part, ça me permet de retrouver un peu les Français que je connaissais de la communauté Android. Euh, la communauté Android à Paris est plutôt avancée, plutôt bien au courant de ce qui se fait. Je trouve que les ingénieurs sont plutôt expérimentés. Bon, évidemment, alors le visa c'est pas facile, mais j'ai toujours envie d'inviter les gens à venir travailler à San Francisco parce que on bénéficie d'un super environnement qui permet vraiment de se donner et de faire tout ce qu'on a envie. Et en même temps, les ingénieurs français sont toujours très recherchés. Le recrutement est très
très dur là-bas. Dans la mesure des complications liées au visa, évidemment, mais au-delà de ça, les entreprises sont toujours très intéressées. Euh, mais sinon, enfin, ce que j'aime bien chez AndroidCon, c'est ça, c'est voir différents talks à propos de différentes choses. Il y a des talks techniques, il y avait le talk de Cyril Mottier sur les drawables, etc. Donc vraiment, il rentre dans les détails. Et il y a le talk de Jan de Twitter qui explique comment ils sont passés d'une équipe de 3 à une équipe de 70 et les étapes sur les équipes mobiles. Ça, c'était super intéressant parce que nous, on est un peu au milieu et on rencontre les mêmes challenges. Donc, ouais, j'aime beaucoup comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire et où est-ce qu'on pourrait aller. Je suis assez content de... Quand j'ai commencé Android, je me demandais un peu, quand je me suis intéressé à Android au départ, je trouvais ça super. Je me disais, ah ouais, mais moi je sais faire du serveur et tout ça. Est-ce que ce serait pas plus sérieux de faire du serveur parce que est-ce que c'est vraiment de l'avenir et est-ce que je vais pas planter ma carrière à m'intéresser à ça, etc. Aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout. Je me rends compte qu'au départ, je bossais avec aussi d'un autre côté, en parallèle avec des ingénieurs iOS. Il y avait un côté un peu iOS first où les gens commençaient par faire les applis iOS, etc. Ce qui est un peu frustrant parce que du coup, on te filait des designs qui étaient iOS. Tu dis, bah non, c'est pas comme ça qu'on peut faire. Mais jusqu'à il y a pas longtemps, tu pouvais pas dire, mais regardez, Google fait mieux. Aujourd'hui, tu peux dire, non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Par contre, on peut faire ça. Et du coup, je trouve que la communauté est vachement mature. Et il y a beaucoup de librairies. Bon, Square, évidemment, est contributeur open source, donc on en release beaucoup, on en sort beaucoup nous-mêmes. Mais il y a beaucoup de librairies super pratiques qui permettent de faire des choses proprement, de manière carrée. Je trouve que c'est peut-être lié au fait que ce soit aussi le langage Java, et du coup qu'il y a un parallèle avec les gens du côté serveur. Mais je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils et de choses qui permettent de faire les choses proprement, d'éviter les crashs, d'avoir une belle expérience utilisateur. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça rend assez fier. Moi, ce qui me rend toujours fier, c'est de voir quelqu'un utiliser l'appli que je développe et être content et dire. Souvent, quand je prends le taxi, en fait, et qu'ils ont. Je prends pas souvent le taxi, mais quand je prends le taxi et que la personne prend ma carte de crédit et paye avec Square, au départ, je fais souvent mine de rien, genre, ah, qu'est-ce que c'est, machin, et ils me racontent, et là, je suis super content et je me dis, c'est bien parce que le fait d'être développeur Android, ça permet de développer sur des choses qui vont dans les mains de tout le monde. Et je trouve que ça permet d'atteindre beaucoup plus de gens, peut-être que si j'avais choisi de faire autre chose. Et voilà, c'est vraiment ça qui est vraiment sympa.